Bonjour à toutes. J'allais dire aussi à tous, mais non à toutes. Il y a beaucoup de filles. Merci beaucoup d'être venus aujourd'hui. Donc, la conférence s'intitule Connaître ses droits en cas d'agression et on est aujourd'hui avec Marc Gégère, avocat pénaliste, chroniqueur et écrivain. Il est là pour répondre à nos questions. Merci maître d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Qu'est-ce qui vous a poussé tout d'abord à être avocat pénaliste? Quel est votre parcours? Alors, mon parcours est un peu sinueux, on va dire. Je vais tout vous dire. Donc, j'ai eu un bac, je ne dirais pas l'année, j'ai eu un bac qu'on qualifiait à l'époque de B, c'est-à-dire c'était sciences éco. Et je me suis inscrit à la fac à Assas en sciences économie. Et j'ai fait un premier cours de macro ou de microéconomie, je ne sais plus, puisque je n'ai rien compris à ce qui était dit, et je me suis dit je ne vais pas faire ça parce que ça ne va pas être possible. Donc je suis monté au secrétariat de la fac et j'ai dit qu'est-ce que vous faites d'autre ici? Et on m'a dit on fait droit. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du droit. Ensuite, ma vie m'a amené à être autonome assez rapidement et j'ai eu la chance en fait de trouver un boulot chez un avocat à Paris, puisque j'étais parisien à l'époque. Et au départ, c'était pour vider les cendriers, amener les cafés, faire des photocopies, puis après faire un peu de recherche pour des photocopies, puis après faire un peu des projets de conclusion, d'assignation. En fait, en gros, j'ai appris la pratique en même temps que la théorie, ce qui a été pour moi une chance extraordinaire, parce que je pense que vous avez galéré comme moi, en tout cas en première année, voire en première et deuxième année, parce que les théories générales du droit, la théorie générale des obligations, etc., quand on ne sait pas exactement à quoi ça sert, c'est un peu ardu. Je voudrais rassurer ceux qui sont là, pour ceux qui auraient peut-être pris un peu de retard dans leur cursus universitaire, j'ai triplé ma première année de droit. En même temps, je sortais de 2 ans de pensionnat. Je suis arrivé à la fac, la première chose qu'on m'a dit, c'est que les cours ne sont pas obligatoires, donc j'ai beaucoup plus découvert le jardin du Luxembourg qui était en face de la fac, que la fac pendant les 2 premières années. Et puis après, il a fallu quand même, après avoir demandé une dérogation, je ne pouvais pas en demander 2, donc il a fallu que je m'y mette. Et c'était à ce moment-là que j'ai pu en même temps travailler chez un avocat et donc ensuite passer toutes mes années avec mention, mais sans difficulté, parce qu'encore une fois, ce qu'on faisait en travaux dirigés me semblait être pour moi une évidence, puisque j'avais déjà l'application pratique de nos théories qui nous sont apprises en droit. Ensuite, au niveau cursus à proprement parler, j'ai une maîtrise mention carrière judiciaire. Aujourd'hui, je crois que ça s'appelle profession judiciaire, quelque chose comme ça. Donc c'est un master 1, pardon, il faut que je traduise. Ensuite, j'ai fait un 3e cycle qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelle Master 2, mais moi ça s'appelait un DE1, un diplôme d'études approfondies, et c'était en droit bancaire. Donc rien ne me destinait à faire du droit pénal. J'avais fait du droit pénal, alors moi j'étais dans une fac où on avait des matières à l'écrit, qui étaient des matières d'admissibilité, c'est-à-dire qu'il fallait d'abord passer l'écrit et avoir la moyenne aux 2 écrits, pour pouvoir ensuite être admissible à passer des oraux, qui étaient au nombre de 8 ou 9 en fonction des semestres qu'on avait. Donc j'ai fait du droit pénal, mais simplement pour ça, pour passer mes oraux en fin d'année. Et ce n'était pas particulièrement quelque chose qui m'intéressait. Maintenant, j'avais, comme vous, je pense, au fond de ma tête, l'idée que un avocat, c'est quelqu'un qui plaide aux assises, qui se roule par terre, qui hurle, qui obtient des acquittements quand c'est nécessaire, qui obtient les condamnations des bourreaux lorsque c'est aussi indispensable. Et puis, la vie m'a fait partir de Paris et je me suis retrouvé dans le Midi, dans le Vaucluse, en plein été, et comme tout Parisien, tout bon Parisien qui se respecte, j'ai découvert que dans le Midi, il n'y avait pas que des gens en vacances, en claquettes, en tongs et en short, mais il y avait des gens qui vivaient à l'année, là. C'était incroyable. Des gens qui vivaient à l'année, des gens qui travaillaient, il y avait même des palais de justice. Et comme je me sentais très bien dans le Vaucluse, j'ai cherché en plein été une collaboration que j'ai trouvée à Carpentras. J'ai intégré un cabinet à Carpentras le 24 septembre 1990. Oui, je sais, vous n'étiez pas né. Et ensuite, j'ai eu un cursus qui est un cursus de collaboration pendant 3 ans, puis d'association avec les avocats pour qui je travaillais. Ensuite, j'ai quitté cette association. Je me suis associé avec une autre avocate pendant quelques années. Et depuis maintenant une bonne dizaine d'années, je suis seul
j'ai pas d'associés, mais j'ai des collaborateurs, j'ai 4 collaborateurs avocats et du personnel de secrétariat qui s'occupe de gérer tout ça quand je ne suis pas là, quand je vais par exemple me promener à Lyon pour parler avec des jeunes femmes de ce qui les intéresse et de la passion que j'ai pour ce métier. Alors comment le droit pénal ? Le droit pénal, c'est arrivé à un moment donné où quand je suis arrivé à Carpentras, aucun avocat ne voulait prendre les commissions d'office. Tout le monde prenait les aides juridictionnelles, civiles, commerciales, etc. Mais tout le monde était frileux pour ça. Donc quand j'ai rencontré la bâtonnière de l'époque, elle m'en a fait part et j'ai dit si vous voulez, moi je les prends. Et ça m'a permis d'avoir un apprentissage absolument incroyable et extraordinaire en matière pénale, puisque je me retrouvais à des audiences correctionnelles, c'est le jeudi après-midi chez nous à Carpentras, où il y avait 10 dossiers. Sur les 10 dossiers, j'étais 8 fois présent dans les dossiers, parce que tout le monde demandait des avocats à la commission d'office. Donc ça m'a permis déjà d'acquérir un certain nombre de réflexes en droit pénal. J'ai quand même fait le centre de formation des avocats du barreau de Paris, qui en tout cas à l'époque était un centre de formation extrêmement performant. Et on avait fait des fiches pratiques et des cas pratiques sur des situations en droit pénal qui me donnaient un petit avantage par rapport à ceux qui étaient sur place, parce que j'avais déjà des modèles de conclusion de nullité, etc., qui étaient... La première fois que j'ai soulevé une nullité devant le tribunal correctionnel de Carpentras, j'ai eu droit à des yeux extrêmement ronds, parce que ce n'était pas dans l'habitude. Et ça, pour ceux qui se dirigent ou qui veulent faire du droit pénal, il faut savoir que la première de nos obligations, c'est vérifier la validité de la procédure. C'est là que vous faites votre vrai travail d'avocat. Ensuite, convaincre, plaider, tout ça, c'est autre chose. Il faut du talent, il faut du travail, mais le vrai travail, celui qui sera le fruit de ce que vous faites actuellement, c'est effectivement la vérification de la validité des procédures. Et Dieu sait si il n'est pas rare en droit pénal qu'il y ait des erreurs de procédure et vous devez les soulever. C'est une obligation professionnelle. Si par exemple vous aviez un client qui était poursuivi au pénal dans une procédure où il y a manifestement une irrégularité de procédure qui aurait pu entraîner l'annulation de cette procédure, vous pourriez voir votre responsabilité professionnelle engagée. Donc c'est quand même important. Et quand j'étais donc dans ces audiences correctionnelles, j'ai remarqué la présence d'une personne d'un certain âge qui était là à peu près à toutes les audiences. Je ne savais pas trop pourquoi, parce que je ne le voyais pas intéressé plus particulièrement par une affaire ou par une autre. Et puis à la fin d'une audience, il est venu me trouver en m'expliquant qu'il était le responsable de l'aide sociale à l'enfance du Conseil général de Vaucluse. Et il était plus particulièrement en charge des dossiers dans lesquels des enfants avaient été abusés ou avaient été victimes de violences, et qui étaient donc dans l'urgence placés au Conseil général. Et donc il fallait se préoccuper d'organiser la défense de ces enfants. Il m'a demandé si ça m'intéressait et je lui ai dit oui. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler donc pour le Conseil général et pour les enfants qui étaient confiés au Conseil général. À partir du moment où j'ai fait ma première rencontre avec un enfant qui avait été victime, j'ai enfin trouvé finalement ce pourquoi je faisais ce métier. On a tous des exceptions, vous verrez, si certains d'entre vous se destinent à la profession d'avocat, il y a autant de manières d'exercer qu'il y a d'avocats. On a chacun nos quêtes différentes, on a des buts différents poursuivis, il y en a pour qui c'est la réussite professionnelle, d'autres pour qui c'est la réussite financière, et puis d'autres pour qui c'est peut-être plus ce que je qualifie moi de la réussite humaine, c'est-à-dire de la possibilité qui nous est offerte par notre métier de croiser le chemin de personnes qui sont en difficulté, graves, sérieuses, parfois presque irréversibles. Et grâce à votre intervention, ces gens-là vont aller mieux. Et ça, c'est le plus bel honoraire qu'on puisse vous verser. C'est le fait de vous dire que vous avez été utile à un autre humain qui va mieux grâce à vous. Et s'agissant d'enfants, ça me paraissait une évidence parce que il n'y a rien de plus injuste qu'un enfant qui est victime, parce qu'il n'a rien demandé, comme n'importe laquelle des victimes en général, mais surtout parce que ça le projette dans un monde qui n'est pas fait pour lui. Le monde du droit et le monde judiciaire est un monde extrêmement violent, déjà pour des adultes lorsqu'ils ne le connaissent pas, mais alors pour des enfants, vous imaginez ce que ça représente. Un enfant qui dépose plainte, c'est un enfant à qui on va demander 4, 5, 6 fois, 8 fois de raconter son histoire en vérifiant qu'il n'y a pas une syllabe qui manque.
qu'il n'y a pas un détail qui a changé pour pouvoir le mettre en défaut le cas échéant. C'est un enfant qui va subir, et je parle à des jeunes femmes, qui va subir souvent une expertise gynécologique, qui va subir une expertise psychologique pour vérifier si on retrouve chez lui ce qu'on a l'habitude de retrouver chez les enfants dont on sait qu'ils ont été victimes, qui va subir une, voire deux confrontations avec son agresseur, une au stade de l'enquête préliminaire. Souvent, les procureurs de la République sollicitent en fin d'enquête préliminaire une confrontation qui se passe souvent dans des conditions un peu compliquées, dans un commissariat ou dans une gendarmerie. Et c'est d'une violence extrême. Ensuite, il y a l'instruction. Il faut répéter encore son histoire devant le juge d'instruction. Et il faut vraisemblablement aussi, en tout cas très souvent, subir une nouvelle confrontation devant le juge d'instruction. Je vous dis tout ça alors que depuis 1998, il y a une loi qui prévoit que les mineurs victimes sont entendus et filmés. Et le but de cette loi était justement d'éviter aux victimes, et notamment aux mineurs, d'avoir à répéter ce qui leur est arrivé. Ça fait 33 ans que je fais ce métier. En 33 ans, j'ai vu deux fois, un juge d'instruction briser les scellés d'un CD d'audition pour le regarder. Je ne sais pas à quoi ça tient, je pense que ça tient encore du domaine du magique, qui pense que les humains pensent qu'ils sont les seuls à pouvoir détenir la vérité. Donc ce qui a été dit chez les policiers, c'est pas important, il faut qu'ils me le disent à moi parce que moi je vais savoir s'il dit la vérité ou pas. Et c'est un peu toute la difficulté. Donc quand on défend des enfants, il faut à la fois évidemment assurer leur défense dans le cadre du dossier qui les occupe, mais il faut aussi être garde du corps. Il faut être traducteur et garde du corps. Traducteur parce qu'il faut leur expliquer en amont tout ce qui va se passer avec des mots qu'ils comprennent et non pas ceux qu'ils vont entendre quand ils seront sur place. Et puis garde du corps parce qu'il faut aussi les protéger, y compris parfois physiquement, parce que lorsqu'il y a une confrontation, par exemple, vous voyez, vous allez éviter que l'auteur des faits s'assoie à côté de votre client, vous allez vous mettre entre les deux. Lorsque on est devant une cour d'assises et que le box des accusés est sur la gauche et que l'accusé n'a de cesse que d'essayer d'agripper ou d'attraper le regard de sa victime parce qu'il sait l'emprise qu'il peut avoir sur elle, et bien pareil, vous faites paravent de votre corps, et je me mets systématiquement entre les deux. Ça fait partie des petits trucs qui font que c'est un petit peu moins douloureux pour les victimes. Donc voilà comment je suis arrivé au droit pénal et voilà comment je fais plus particulièrement du droit pénal des victimes. C'est-à-dire que, je ne sais pas, je n'ai pas fait le compte, mais depuis que j'exerce ce métier, j'ai dû plaider un peu plus de 250 à 300 fois devant des cours d'assises, et je pense qu'à 70-80%, j'ai plaidé comme partie civile pour des victimes. Voilà en gros ce que je pourrais dire de mon cursus. Merci beaucoup. En tout cas, ça a beaucoup rassuré beaucoup de gens ici parce que sur les redoublements triples. En tout cas, merci beaucoup. Et vous avez notamment écrit un ouvrage qui s'appelle Le crime à l'enfant, je vous le montre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et vous relatez notamment tous les témoignages et vos expériences en tant qu'avocat avec les victimes. Et j'ai l'impression que vous avez un prisme psychologique très très important. Vous en parlez beaucoup, et notamment dans le plateau de Ça commence aujourd'hui, j'ai l'impression que souvent c'est la psychologie qui revient souvent. Et est-ce que c'est important dans le métier d'avocat, cette partie psychologique un peu? Mais après, encore une fois, je pense que ça dépend de ce que vous recherchez et quel est votre but finalement dans l'exercice de ce métier. Moi, ce que je trouve fascinant, notamment en droit pénal, c'est l'humain. C'est la manière dont, par exemple, une personne qui a un casier judiciaire vierge, qui n'a jamais foutu les pieds dans une gendarmerie ou dans un commissariat, qui n'a jamais rien fait, peut-être il a grillé un feu rouge dans sa vie, qui est marié, qui a des enfants, qui a une vie tout à fait classique, va du jour au lendemain devenir un meurtrier. Ce qui est fascinant à ce moment-là, c'est d'abord d'étudier cette personnalité, voir quelles ont été ses failles, et puis voir quels sont les événements qu'il a traversés qui font qu'à un moment donné, d'une vie tout à fait classique et normale, il va basculer dans une vie de criminalité. Pour ça, il faut s'intéresser à la manière dont cette personne fonctionne. Si vous ne comprenez pas comment elle fonctionne, vous avez du mal à pouvoir expliquer, puisque ça va être votre rôle, expliquer ce qui a pu se passer dans sa tête pour qu'il en arrive là.
Ensuite, plus particulièrement s'agissant des victimes et s'agissant des enfants, quelque part, le fait d'entretenir un lien particulier avec cet enfant, c'est déjà quelque part le rabibocher un peu avec le monde des adultes. Et en plus, je suis un garçon. Donc, pour des jeunes filles, même des enfants, des filles, parler de ce qui leur est arrivé avec un homme, c'est déjà un peu compliqué. Donc, c'est aussi essayer de mettre en place un lien de confiance qui fait que, eh bien, la personne va pouvoir vous expliquer ce qui lui est arrivé sans en souffrir de trop. Encore une fois, la principale préoccupation qui est la mienne, c'est de faire en sorte qu'ils aillent mieux et pas moins bien une fois qu'on a pu les avoir, qu'on a pu s'occuper d'eux. Donc oui, pour moi, la personnalité, la psychologie, d'ailleurs c'est rigolo parce que dans l'émission Ça commence aujourd'hui, souvent les gens qui me croisent dans la rue me disent « Ah, vous êtes le psy ?» Je dis « Non, je suis l'avocat. » Mais quelque part, les gens peuvent se tromper, mais ça me paraît tellement essentiel de comprendre le fonctionnement d'une personne que vous allez représenter ou défendre, je ne vois pas très bien comment on peut faire autrement. Lorsque vous faites du droit civil ou du droit commercial, vous avez un dossier, des documents, une analyse de ces documents sur le plan juridique, qui fait que quelque part, quelle que soit la personnalité de celui que vous êtes amené à défendre, c'est pas qu'elle n'a pas d'intérêt, mais elle en a moins que dans une affaire pénale. Parce que dans une affaire pénale, il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de document, il n'y a pas de contrat dont on considère qu'il a été léonin ou dolosif ou que sais-je encore. Il y a des humains qui se sont rencontrés et qui, à un moment donné, pour l'un a commis un acte répréhensible et pour l'autre l'a subi. Donc si vous voulez comprendre ce fonctionnement-là et essayer de l'expliquer, il faut effectivement être capable de rentrer un peu dans la tête des gens et d'essayer de comprendre comment ils fonctionnent. En plus, si vous voulez, plus vous allez comprendre le fonctionnement d'une victime, plus vous allez pouvoir lui parler son langage à elle. Si vous comprenez comment elle fonctionne, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement discuter avec elle de ce qui lui est arrivé. Parce que si je suis basique et que quelqu'un me dit, j'étais en soirée étudiante, on a un peu bu, j'étais habillé comme pour une soirée, un peu court, sympa, et quand je suis sorti de là, je me suis fait attraper par 2 mecs dans la nuit et je me suis fait violer. Si la première observation que je fais, c'est pourquoi vous étiez habillé aussi court? C'est fini, c'est terminé, c'est bloqué, c'est fermé. Plus rien ne sortira de cet échange-là. Vous comprenez? Donc c'est ça qui est important. Essayez de se mettre 2 secondes. Je pense que pour un avocat de victime, si je devais essayer de trouver la meilleure de ses qualités, c'est l'altérité, c'est-à-dire cette capacité de se mettre à la place de l'autre pour comprendre comment ça lui est arrivé, comment ça a fonctionné. Il ne faut jamais considérer que les gens réfléchissent comme vous. Si vous recevez des gens et qu'ils vous parlent de leurs problèmes en disant « moi, si m'est arrivé ça, j'aurais pas fait comme ci ou j'aurais pas fait comme ça », pardonnez-moi de vous le dire un peu crûment, mais on s'en fout de comment vous l'auriez fait vous. Ce qui est important, c'est comment elle l'a fait elle, comment elle en est arrivée là. Qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa vie? Qu'est-ce qui a fait que ce soir-là, il s'est passé ça? Donc voilà, c'est pour ça que je pense effectivement que le profil psychologique des gens, c'est quelque chose d'abord de passionnant et quelque chose d'indispensable pour pouvoir défendre correctement les gens au pénal. Merci. Et notamment, on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup de femmes qui vont à la police, qui viennent porter plainte, et on peut les insulter, ou on peut ne pas les prendre au sérieux, on peut ne pas prendre leur plainte, parce que, oui, regardez comment vous êtes habillés. Comment, nous, en plus on est la femme ici, comment on peut se défendre devant ce cas de figure? Bon alors, la première des choses, c'est qu'il faut que vous sachiez, d'ailleurs vous devez le savoir, parce que vous avez comme moi pratiqué le code de procédure pénale, que tout officier de police judiciaire est tenu de prendre votre plainte. C'est-à-dire que si demain j'arrive au commissariat du coin et que je dis voilà, je voulais vous dire que j'ai rencontré Maître Yoda qui m'a volé ma soucoupe volante et que j'aimerais bien quand même la récupérer, eh bien, en poussant le raisonnement à l'extrême, l'officier de police est obligé d'enregistrer cette plainte. D'accord ? Donc c'est bien beau de le dire, mais une fois que vous vous retrouvez dans le commissariat et qu'on vous dit je ne vais pas la prendre, la plainte, il y a un moyen très simple.
c'est que vous demandez simplement au policier de vous donner le numéro de téléphone de la permanence du parquet dont il dépend, c'est-à-dire du procureur de la République dont il dépend, puisque c'est sous l'autorité du procureur de la République que les agents de police et les officiers de police judiciaire interviennent. Donc à partir de là, vous aurez tout de suite un policier ou un gendarme qui vous dira « Non mais c'est bon, je la prends votre plainte ». Parce qu'il sait qu'il n'a pas le droit de vous la refuser. Ça fait partie de sa déontologie. Alors le plus extraordinaire, le plus paradoxal de ça, c'est qu'en général, quand vous vous retrouvez en face du policier ou du gendarme, derrière lui, il y a une très belle affiche qui s'appelle la Charte du droit des victimes. Et l'un des premiers articles qui est marqué comme ça, c'est « On doit prendre les plaintes, quoi qu'il arrive ». Donc ça, c'est le premier point sur le fait de « Il n'a pas voulu prendre ma plainte, c'est pas possible ». Maintenant, vous n'allez pas vous arc-bouter avec quelqu'un comme ça. Il faut que vous sachiez aussi qu'en qualité de victime, vous avez le droit de déposer plainte n'importe où, dans n'importe quel commissariat, n'importe quelle gendarmerie. D'accord ? Donc moi, il n'est pas rare, par exemple, dans un département comme le Vaucluse, où il y a plusieurs brigades de gendarmerie et où il y a 3 commissariats principaux qui sont Orange, Avignon et Carpentras, eh bien, lorsque quelqu'un vient me voir en me disant « voilà ce qui m'est arrivé », je vais le diriger vers tel ou tel commissariat ou telle gendarmerie parce que je sais que dans cette gendarmerie-là ou dans ce commissariat-là, il y aura des gens qui sont plus particulièrement sensibilisés à la réception de ce genre de plainte et qui sont formés pour ça. Vous avez vu qu'actuellement, on réfléchit beaucoup à améliorer le sort des victimes. Il y a notamment une loi qui est sortie en 2020, qui est une loi d'importance parce qu'elle crée un certain nombre de possibilités qui sont ouvertes maintenant aux victimes, qui sont très importantes. La première, c'est la possibilité de déposer plainte à l'hôpital. Lorsque vous avez été agressé, quel que soit le type d'agression, souvent vous vous retrouvez dans un centre hospitalier parce que votre état de santé le nécessite. Et avant, il fallait donc aller à l'hôpital, prendre un certificat médical initial de constatation des blessures, aller à la gendarmerie ou au commissariat pour déposer plainte, etc. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place un système qui permettra aux victimes d'être entendues directement au sein du milieu hospitalier. Et croyez-moi, même si le milieu hospitalier peut paraître parfois un peu difficile ou abrupt, ça n'a rien à voir avec un commissariat ou une gendarmerie. Il y a quand même une écoute. Les gens ont l'habitude à l'hôpital d'écouter les autres. Puisque si vous êtes médecin et que vous n'écoutez pas le patient, vous ne savez pas très bien ce qu'il a et comment vous allez pouvoir le soigner. Donc c'est quand même plus propice en tout cas à ce que les victimes puissent libérer leurs paroles sans difficulté. Que faire en cas d'agression ? À peu près ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que la première des choses à faire, elle est essentielle parce qu'ensuite c'est un élément qui sera indispensable dans le dossier, c'est faire constater. Il faut voir un médecin pour que celui-ci puisse effectivement constater l'étendue des blessures, des traces, des marques, etc. qu'il peut y avoir. Si jamais vous étiez victime d'un fait à caractère sexuel, c'est très compliqué parce que, en fait, vous allez avoir des réflexes qui sont l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Souvent, les victimes, par exemple, de viol, sont des personnes qui vont, dès qu'elles vont arriver à rentrer chez elles, se laver 25 fois pour essayer d'enlever cette souillure qu'elles sentent au plus profond d'elles-mêmes. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire parce que souvent, vous avez sur vous, pardon de le dire comme ça, mais vous avez sur vous des traces, et notamment des traces ADN qui peuvent ensuite, dans le cadre de l'enquête, confondre celui qui a été l'auteur des faits. Donc, le mieux, quand il vous arrive quelque chose comme ça, c'est quand même de se retrouver dans un centre hospitalier où il y a tout ce qu'il faut pour faire et effectuer tous les prélèvements nécessaires. Maintenant, il y a dans la plupart des hôpitaux même ce qu'on appelle des UMJ, c'est-à-dire des unités médico-judiciaires, où il y a des gens qui sont plus particulièrement formés pour recueillir les éléments qui sont indispensables. Une fois que ces constatations sont faites, il faut déposer plainte. Cette plainte, encore une fois, vous pouvez la déposer n'importe où. Vous imaginez qu'il vous arrive un pépin en vacances dans le sud de la France alors que vous habitez Lyon, vous rentrez chez vous, vous n'avez pas besoin de retourner à Palavas-les-Flots ou je ne sais où pour déposer plainte. Vous pouvez le faire là où vous vous trouvez et la plainte, c'est elle qui cheminera et non pas vous jusqu'à l'endroit de commission des faits. Donc ça, c'est aussi un élément important. Voilà. J'avais une autre question. Souvent, on voit des femmes victimes de violences conjugales
dont les armes du conjoint ne sont pas confisquées, alors même que la police, elle sait qu'il est dangereux, ou bien des hommes dangereux qui sortent plutôt que prévu et qui reviennent tuer ou agresser la femme qu'ils avaient déjà agressée auparavant. Donc, comment faire en fait? Est-ce qu'on peut demander une protection policière? Alors, ça fait partie de cette loi qui a été promulguée en 2020, j'ai plus exactement la date en tête, où il y a des nouvelles dispositions. Une des dispositions, c'est exactement votre question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui est soupçonnée, mise en cause, parce qu'à ce stade-là, on n'est que mis en cause pour des faits de violence conjugale, se verra retirer l'intégralité des armes qu'il détient à son domicile, même s'il les détient de manière tout à fait licite. Il a un permis de chasse, une détention d'armes, etc. Tout ça, on enlève. La deuxième chose qu'il y a dans cette loi, qu'est-ce que je voulais vous dire à part les armes, c'était les ordonnances de protection. Les ordonnances de protection aujourd'hui sont enfermées dans un délai qui fait que le juge doit répondre dans les 8 jours du dépôt de la requête aux fins de protection. Il y a ensuite une nouvelle disposition de la loi qui précise qu'en cas de violence conjugale, eh bien, c'est l'auteur des faits qui sera, lui, contraint de quitter le domicile conjugal, même si la victime a été dans un premier temps hébergée dans un centre d'hébergement d'urgence. Et quelle que soit la qualité juridique du domicile conjugal, ça peut être un bien propre appartenant à monsieur, c'est pas un problème, ça permettra quand même effectivement que le domicile conjugal soit attribué à la victime. Entre nous, c'est un peu la moindre des choses. Une personne qui est victime et qui vit dans un lieu depuis des années devrait s'expatrier, trouver un logement dans l'urgence pour pouvoir poursuivre sa vie. Ça paraît un peu incroyable d'imposer ça à une victime. C'est la raison pour laquelle cette loi prévoit notamment effectivement qu'elles pourront jouir du domicile conjugal sans difficulté. Donc il y a vraiment un certain nombre de points qui vont de mieux en mieux. Ceci étant, on n'empêchera jamais les fous d'agir. C'est-à-dire que vous pouvez mettre en place toutes les dispositions possibles et imaginables, ça n'empêchera pas certains de continuer à harceler, voire d'aller au-delà du harcèlement jusqu'à l'irréparable à l'encontre de certaines personnes. Malheureusement, les actualités nous le confirment quasiment tous les jours. Tous les jours. L'année dernière, un peu plus de 140 féminicides. Cette année, on est en mars, on a déjà dépassé la moyenne, si j'ose m'exprimer ainsi, donc les choses ne sont pas simples pour essayer de protéger les victimes, mais disons qu'on met en place aujourd'hui vraiment un système qui devrait permettre en tout cas d'éviter un certain nombre de difficultés. Le vrai problème qu'il y a aussi, et vous l'avez souligné, c'est qu'une personne va aller déposer plainte 2 fois, 3 fois, 4 fois pour des faits de violence, et puis la 5e fois, elle ne pourra pas se déplacer parce qu'elle sera morte. Aujourd'hui, on essaye de centraliser aussi sur chaque personne tous les précédents qu'il y a pu y avoir, parce que parfois les faits ne se passent pas au même endroit. Donc ce qui s'est passé à Lyon ne vient pas jusqu'à Nice ou jusqu'à Paris ou jusqu'à Lille parce que la personne s'est déplacée, parce qu'il y a eu une mutation professionnelle, etc. Aujourd'hui, il y a aussi une volonté de mettre en place des moyens de centraliser les renseignements sur telle ou telle personne qui a pu être mise en cause dans des faits de violence graves. J'avais encore une autre question. À l'ère du numérique, il y a beaucoup de cyberharcèlement. On en a beaucoup parlé avec les youtubeurs, les influenceurs, etc. Comment montrer cette agression? Comment être légitime vis-à-vis de ça, en fait? Alors, c'est super compliqué. Parce que, en fait, le cybermonde est intervenu sur sur un domaine législatif, sur des lois existantes qui n'étaient pas faites pour ça du tout. On n'avait pas du tout prévu le cyberharcèlement quand on a parlé de harcèlement dans le code pénal. Donc il a fallu adapter la loi à ces nouvelles possibilités. En fait, à mon époque, à moi, lorsqu'il y avait du harcèlement, ça se passait dans la cour du collège ou du lycée. Et une fois que tout le monde était rentré chez soi, on était tranquille. Parce que vous imaginez bien que les harceleurs, ils n'allaient pas appeler sur le téléphone fixe de papa et maman. Bonjour madame, est-ce que vous pourriez me passer votre fils? C'est pour l'insulter. Évidemment, ça marche un peu moins bien. Aujourd'hui, il y a une telle facilité d'accéder à la personne
que c'est extrêmement compliqué de pouvoir la protéger. Donc, quand on est victime de cyberharcèlement, la première chose à faire, c'est de conserver des traces, donc capture d'écran, etc. Parce que je sais qu'il y a des réseaux, notamment Snapchat, où si vous ne faites pas de capture, une fois que vous avez lu, c'est effacé, c'est terminé, vous ne pouvez plus y accéder. Donc, conserver des traces de ce harcèlement et surtout en parler, quoi. Il ne faut absolument pas céder aux menaces qui vous sont faites. Parce qu'en général, le harcèlement s'accompagne de menaces extrêmement lourdes. Si jamais tu parles, ça va être encore pire, etc. Il faut le faire parce que sinon, vous vous en sortez pas. Et on voit à quel point certains de nos jeunes ne s'en sortent pas, puisqu'ils arrivent jusqu'à commettre l'irréparable. Il y a des gens qui se suppriment. Moi, j'ai un dossier actuellement qui est un dossier dramatique, parce que c'est une jeune fille qui était au lycée, sur qui, pour une raison, mais encore une fois complètement débile, elle s'est retrouvée harcelée par les uns et par les autres, se faisant coller une réputation de pute, alors qu'il n'y avait rien qui permettait de le dire. Mais vous savez, il suffit qu'il y en ait deux qui le disent pour que ça devienne une vérité. Et donc, cette fille, elle a fini par se pendre chez elle, parce qu'elle n'a pas parlé. Parce qu'en plus, c'était un harcèlement où on l'accusait d'avoir des comportements sexués très, très délurés, etc. Alors elle imaginait qu'elle ne pouvait pas en parler à ses parents. Et donc vous imaginez le papa qui, un matin, voyant que sa fille ne descend pas pour le petit-déj, ouvre la porte et la trouve pendue à la poutre, quoi. Donc il faut impérativement en parler. Et puis ensuite, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a quand même un petit peu évolué dans les services enquêteurs pour retrouver les harceleurs. Parce que à 98% des cas, vous ne tombez pas sur des harceleurs professionnels, des mecs qui vont utiliser un VPN divers et variés, qui fait que vous n'arriverez jamais à trouver leur adresse IP, parce qu'ils sont masqués, parce qu'ils se sont cachés. En général, les abrutis qui font ça, le font de chez eux, avec leur portable ou avec l'ordinateur fixe qu'il y a à la maison. Donc ensuite, on retrace une adresse IP. C'est pas vous que je vais apprendre ça. Moi, il a fallu que j'apprenne ce que ça voulait dire, mais vous êtes né avec. Donc ça permet d'identifier les personnes. Et aujourd'hui, la répression se fait de manière assez lourde sur ces faits de cyberharcèlement, puisque moi, j'ai quand même dans mon histoire 3 jeunes qui sont poursuivis pour harcèlement avec provocation au suicide. C'est-à-dire qu'ils sont considérés comme les responsables de la mort de cette fille. Donc la réponse pénale qui vient derrière est une réponse qui est significative, on va dire. Hein. C'est plus du tout, on n'est plus du tout dans « oh, c'est pas grave, ça va passer, c'est des mots, etc. » Je crois qu'on est en train de prendre la mesure de l'impact et de l'importance que peuvent avoir ces comportements sur des jeunes gens qui peuvent être aussi fragiles et qui ont du mal à supporter tout ça. J'ai une question maintenant sur les criminels qui sont relâchés très très tôt, alors qu'ils étaient condamnés peut-être à 20 ans, 25 ans. Ils sont relâchés très très tôt et souvent les victimes, elles se sentent trop en danger ou alors pas comprises. Comment ça se fait que quelqu'un qui m'a fait du mal, il sort tôt? Alors, si vous êtes amené à défendre des victimes, elles vous diront toute la même phrase. Cette phrase, c'est vous dire, lui, il va prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, et moi, j'ai pris perpète. Parce que moi, ce qu'il m'a fait, je le garderai dans ma tête et dans mon corps jusqu'à la fin de ma vie. C'est pour ça, d'ailleurs, que les victimes ne rendent pas la justice, parce que sinon, elle serait extraordinairement expéditive. C'est pour ça que c'est une institution qui est le ministère de la Justice et ses émanations, les tribunaux et les cours d'appel, qui sont chargés de rendre la justice. Comment se fait-il que quelqu'un qui a pris 20 ans n'en fasse que 12 ? Parce que le système carcéral et pénitentiaire français est fabriqué sur ce modèle-là. Pourquoi ? Parce que lorsque le code pénal a été imaginé par ceux qui l'ont imaginé, ils ont imaginé que l'homme était par nature bon et qu'il suffisait qu'il s'amende pour réintégrer la société dans de bonnes conditions. Ce qui fait que tout notre système carcéral est fondé sur le principe de la carotte. C'est-à-dire que je suis incarcéré, j'ai pris 10 ans, d'abord j'ai droit à une remise de peine automatique. Ça aussi, quand vous dites ça aux victimes, elles sont collées au plafond.
C'est-à-dire que si je prends 10 ans, j'ai droit à une remise de peine qui se met immédiatement en place, qui est de 3 mois de remise de peine la première année et 2 mois par an suivant. C'est-à-dire que si je prends 10 ans, j'ai 18 et 3, 21 mois de réduction de peine automatique. Alors quand je dis automatique, ça veut dire que dans des cas très rares, le juge d'application des peines peut refuser à la personne le bénéfice de cette réduction de peine automatique. Je l'ai vu 1 ou 2 fois dans ma carrière. C'est assez rare. Avant, le système était inverse. C'est-à-dire que c'était toujours le système de la carotte, je vais vous expliquer dans un instant, mais le juge d'application des peines octroyait les réductions de peine. Aujourd'hui, le principe, c'est que la personne bénéficie de ces réductions de peine, sauf si le juge s'y oppose. Vous voyez la différence. Une fois que j'ai obtenu ces réductions de peine automatiques, je vais aussi bénéficier de RPS, réduction de peine supplémentaire. Et là intervient le principe de la carotte. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des réductions de peine supplémentaires quand on est incarcéré? Si je travaille, j'ai droit à des réductions de peine supplémentaires. Si je vais à l'école, j'ai droit à des réductions de peine supplémentaires. Si j'accepte d'intégrer l'administration pénitentiaire, le terme est faux, mais si j'accepte d'aider l'administration pénitentiaire en devenant un auxiliaire, c'est-à-dire que je suis détenu dans une maison d'arrêt, mais je vais avoir une tâche administrative qui correspond à une tâche pénitentiaire. Par exemple, amener les bouquins de bibliothèque dans chaque cellule, par exemple faire le ménage dans les communs de la maison d'arrêt, par exemple amener la cantine, enfin ce que les gens cantinent, parce qu'on cantine aussi en maison d'arrêt, en prison. Donc tout ça me donne droit à des réductions de peine supplémentaires qui là sont octroyées par le juge, elles ne sont pas automatiques, et elles peuvent aller jusqu'à 3 mois par an. Donc vous voyez que ça commence à faire déjà pas mal. Sur 10 ans, on est passé à 8, et puis avec les réductions de peine supplémentaires, on peut encore réduire ce délai, et puis ensuite, il y a un principe qui est le principe de la libération anticipée d'une personne détenue et condamnée si elle apporte des preuves de sa volonté de réinsertion, de sa capacité à se réinsérer et à réintégrer notre société. Ça, c'est ce qu'on appelle les libérations conditionnelles. Qu'est-ce que c'est que ça? Lorsque vous avez purgé la moitié de votre peine, pas celle qui est prononcée, celle qui reste une fois que les réductions de peine automatiques sont passées. C'est-à-dire, si j'ai pris 10 ans, il ne faut pas que j'attende 5 ans. Si j'ai pris 10 ans, j'ai 21 mois de moins à faire. Donc, en gros, j'ai 8 ans à faire. Donc, au bout de 4 ans, je suis admissible à solliciter une libération anticipée. Comment faire pour obtenir cette libération anticipée? Eh bien, si vous justifiez d'un travail, d'un domicile, en gros, si vous justifiez être en capacité de réintégrer la société dite normale à l'extérieur, évidemment, tout ça est vérifié. Là, c'est pas sur un bout de papier. Il y a une enquête qui est faite pour vérifier la réalité du travail, etc., etc. Eh bien, vous pouvez bénéficier par le juge d'application des peines lorsque la peine a été prononcée a été inférieure à 10 ans, ou par le tribunal d'application des peines, c'est-à-dire en collégialité lorsque la peine prononcée a été supérieure à 10 ans, bénéficier d'une libération conditionnelle, c'est-à-dire qu'en fait, vous finissez de purger votre peine en liberté. Il y a aussi des mesures intermédiaires. La libération conditionnelle, elle est rarement donnée comme ça de manière immédiate. Ce qui se passe souvent, c'est qu'une personne détenue va d'abord bénéficier d'une liberté en étant placée sous surveillance électronique, c'est-à-dire j'ai un bracelet à la cheville et je n'ai droit de sortir de chez moi que pour aller travailler ou pour des heures très précises de sortie, mais je ne peux pas faire ce que je veux. Et cette période, qu'on appelle une période probatoire, peut durer jusqu'à 6 mois. Si passé ce délai de 6 mois, les choses se sont bien passées avec le bracelet, vous allez directement basculer en libération conditionnelle. Tout ça, si vous ne l'expliquez pas en amont à la personne que vous défendez qui est victime, elle va vous dire « mais ça ne sert à rien ce système, quoi ». Donc il faut expliquer tout ça, et puis il faut surtout expliquer quelque chose de fondamental à la victime, c'est que ce qui est important et essentiel pour elle, c'est le principe de culpabilité reconnue. C'est-à-dire qu'il faut que la personne soit déclarée coupable. Parce que si la personne est déclarée coupable, ça veut dire que la justice a mis chacun à sa juste place. La victime est bien considérée comme une victime,
Et elle n'y est pour rien dans ce qui lui est arrivé, puisque c'est l'auteur des faits qui lui a été déclaré coupable et condamné. Ensuite, sur le quantum de la peine, mais la victime, elle n'a aucun mot à dire là-dessus. Je ne représente pas, quand je suis aux assises, je ne représente pas la société. C'est pas moi qui représente la société, il y a un avocat général qui est là pour ça. C'est le nom qu'on donne au représentant du parquet devant une cour d'assises, l'avocat général. C'est lui qui est chargé de représenter la société, de dire pourquoi il considère que la personne est coupable et à quoi il propose qu'on le condamne. C'est lui qui représente la société, c'est pas nous. Donc comme on n'a pas de pouvoir là-dessus, il faut expliquer aux victimes que c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment la déclaration de culpabilité. Ensuite, vous imaginez bien que plus les faits sont graves, plus ils sont dramatiques, et moins la personne ne peut bénéficier des mesures de libération anticipée dont j'ai pu vous parler jusqu'à maintenant. Il n'y a pas très longtemps de ça, plaidé un dossier devant la cour d'assises à Nîmes, où une personne qui était une vedette de la télévision comment ça s'appelait, La France a un incroyable talent, ce qui, évidemment, au regard de ce qui lui était reproché d'avoir violé 14 petits garçons, était assez savoureux, si je puis dire. Et ce garçon avait une certaine notoriété grâce à ses passages à la télévision dans cette émission. Et en fait, il s'est servi de ça pour, en gros, violer tous les petits garçons qui se trouvaient dans son entourage, que ce soit familial, il a commencé par ses petits-neveux, ou de voisinage. Il habitait dans un lotissement et tous les petits garçons qui étaient autour, malheureusement, ont été ses victimes. Vous savez qu'en matière de viol, la peine maximale encourue, c'est 20 ans de réclusion criminelle. Et ce qui est aussi un peu surprenant pour des victimes, et même pour les praticiens, pour certains praticiens du droit dont je fais partie, que vous ayez une victime ou que vous en ayez 180, vous encourez 20 ans. C'est un peu violent quand même de se dire que finalement, c'est le même tarif, si j'ose m'exprimer ainsi, que vous ayez fait une victime ou que vous en ayez fait des dizaines quelque part. Donc cet homme qui était considéré d'une extrême dangerosité a donc évidemment été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Cette peine a été assortie d'une peine de sûreté maximale en France qui sont les 2/3 de la peine. Donc pendant les 2/3 de cette peine de 20 ans, il n'a droit à aucune remise de peine, aucune réduction de peine, qu'elle soit automatique, supplémentaire, il n'y a rien du tout. Et au-delà de ça, c'était, je crois, lorsque M. Sarkozy était président, il y a eu une loi qui est passée sur ce qu'on appelait la rétention judiciaire. C'est-à-dire qu'en fait, une personne qui a fini de purger sa peine et qui a été condamnée pour des crimes de sang ou des crimes graves, doit faire l'objet d'une expertise psychiatrique d'un collège de 3 experts. Et si ces 3 experts considèrent de manière unanime que la personne continue à représenter une dangerosité extrême, eh bien il reste en détention, malgré que sa peine ait été purgée. Et c'était ce qui a été ordonné pour ce monsieur-là. Voilà, donc si vous voulez, c'est un peu comme ça que les choses se passent. Ça me rappelle beaucoup l'affaire Quesada. Cet homme qui était aux 12 coups de midi et qu'en fait il s'est révélé être un pédophile. Oui, bah voilà. Et d'ailleurs, il a abusé de femmes, même pas mineures, mais ça montre que aussi une influence peut des fois être un peu floue dans les procès. Alors j'ai vu des reportages sur lesquels des personnes qui avaient une forte influence avaient influencé par leur grade en fait des jeunes femmes, et finalement ah mais non, elle était consentante. Non, pas du tout. Votre influence a fait que elle s'est sentie obligée. Alors, le consentement des victimes en matière de crimes sexuels, c'est quelque chose d'absolument abominable comme système de défense. Fort heureusement, une loi est venue récemment mettre un terme à la présomption de consentement qui existait même sur des enfants. Moi, j'ai entendu des avocats me plaider la pulsion sexuelle de la petite fille de 5 ans. En fait, quand j'ai commencé à faire ce métier et à défendre des victimes, j'avais une espèce de manière un peu curieuse, un peu enfantine de me rassurer. Quand je prenais connaissance d'un dossier, je me dis bon ben voilà, ça y est, là j'ai touché le fond, je trouverai jamais pire, et quelque part ça m'aidait à avancer. Mais j'ai toujours trouvé pire. Toujours. La folie des hommes, elle est sans aucune limite dans cette matière-là, et je dois dire que l'imagination des prédateurs sexuels dépasse l'entendement.
Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que le consentement aujourd'hui d'un enfant n'existe plus dans la loi. C'est-à-dire qu'il y a une présomption de non-consentement à des actes sexuels imposés à un mineur de 15 ou 13, je ne sais plus. Je crois que c'est 15. Et je peux vous dire que c'est un élément fondamental parce que, notamment en matière d'abus intrafamiliaux, combien de fois j'ai entendu écoutez, de grands-pères dire écoutez, oui, c'est vrai, j'aurais pas dû la laisser faire. Tu sais, il faut être très calme aussi, il faut garder son calme quand on est avocat. Parfois, c'est pas évident. Donc, le côté, à la fois, non seulement elle y a consenti, mais de surcroît, elle a provoqué l'existence de la relation, c'est quelque chose contre lequel je me suis battu pendant des années et des années. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. Et on peut dire ça pour des gens qui ont plus de 15 ans. C'est d'ailleurs en matière d'abus intrafamiliaux le premier système de défense. Ou bien c'est de nous dire, je ne sais pas ce qu'elle raconte, il s'est rien passé, je ne sais pas pourquoi il dit ça. Mais justement, la question d'après du juge d'instruction, c'est mais alors pourquoi elle dit ça si ça ne s'est pas passé? Et la deuxième, c'est de dire, oui c'est vrai, j'ai fauté avec ma nièce, ma cousine, ma sœur, je ne sais qui encore, mais nous étions parfaitement d'accord l'un et l'autre. Et ce qui est d'autant plus compliqué, c'est qu'en matière d'abus intrafamiliaux, de violence, il n'y en a quasiment pas. La contrainte, c'est pas la violence en matière d'abus intrafamiliaux. La pire des contraintes dans ce milieu-là, c'est l'amour. Tu veux que je t'aime? Tu veux qu'on continue à être bien ensemble? Il faut que tu fasses ça, alors. Sinon je t'aimerai plus. Imaginez ce que ça représente sur une petite fille de 6, 7, 8 ans, 10 ans, de voir son papa ou son grand-père ou son oncle ou que sais-je encore lui dire mais je t'aimerai plus. C'est la pire des contraintes. Donc après, lorsque l'enfant a déposé plainte, on lui dit mais est-ce qu'il t'a forcé? Non, mais je me suis senti obligé. Et c'est toute cette contrainte morale qu'il a fallu en quelque sorte fabriquer, cette théorie de la contrainte morale, parce qu'elle n'existait pas. Le viol, c'est violence, contrainte, menace, surprise. Premier terme, violence. Parce que l'acception que les gens ont du viol, c'est le viol comme il n'en existe que... C'est rarissime, c'est se balader dans la rue, se faire attraper par les cheveux, taper, fracasser la tronche et ensuite violer par 1, 2 ou 3 mecs. Mais ces viols-là, ils sont peu importants. Ça me fait penser qu'il y a autre chose dont il faut que je vous parle parce que vous avez l'âge. C'est le problème de la chimie, le problème des produits qu'on peut prendre ou qu'on peut vous balancer dans les verres lorsque vous êtes en soirée. Alors on parle beaucoup du GHB parce qu'on dit que c'est la drogue du violeur. En fait, c'est un neurotoxique qui fait que vous êtes privé de votre capacité finalement de votre capacité de résistance. Mais il n'y a pas que le GHB. Vous buvez un verre d'alcool, quelqu'un vous balance un anxiolytique dedans un peu fort, un tranxène ou je ne sais quoi, vous aurez exactement les mêmes effets. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinairement compliqué ensuite à démontrer. Pourquoi? D'abord parce que la plupart de ces substances disparaissent très rapidement du corps. C'est-à-dire que même 2 jours après, on peut vous faire une prise de sang, un prélèvement d'urine, on risque de rien retrouver. Et vous allez expliquer à la gendarmerie ou au commissariat que vous vous êtes réveillé dans un endroit, vous étiez en soirée, ça se passait bien, et vous vous êtes retrouvé réveillé dans un endroit parce que quelqu'un était en train de vous pénétrer, vous ne savez pas qui c'est. Et évidemment, la personne va dire, mais pas du tout, on s'est dragué en soirée, ça s'est bien passé, on s'est embrassé, et d'ailleurs, il y aura des témoins qui vous auront vu l'embrasser pendant la soirée parce que vous serez déjà sous l'influence du produit. Et ensuite, il va y avoir le problème de ce consentement. Donc si on n'arrive pas à démontrer l'existence, enfin l'administration de ces substances nuisibles, neuroactives, qui ont fait que vous avez perdu la notion de la réalité, on se retrouve dans des situations compliquées. Et ces situations, elles sont tellement compliquées qu'aujourd'hui, la plupart des procureurs de la République, c'est-à-dire des parquets, classent sans suite ces procédures-là, faute d'éléments permettant d'incriminer l'auteur présumé des faits.
tout ça pour vous dire, je ne veux pas vous glacer d'effroi, hein, ni d'angoisse, mais bon, j'ai 2 filles, 23 et 21, donc elles sont étudiantes en médecine, donc j'arrête pas de leur mettre la tête comme un ballon. Et aujourd'hui, elles m'expliquent que maintenant, elles ont des moyens. Enfin, d'abord, il faut faire attention, hein, je veux dire, on laisse pas son verre, quoi qu'il arrive. C'est couillon, hein, mais il y a même aujourd'hui des capotes à verre. C'est-à-dire, vous mettez des trucs sur le verre. Non, mais ça a l'air couillon comme ça, mais franchement, quand je vois la facilité avec laquelle aujourd'hui des gens utilisent ce type de produit, d'ailleurs, entre nous soit dit, je vois pas très bien l'intérêt que ça peut avoir d'avoir une relation sexuelle dans ces conditions-là. Ça, c'est un avis d'homme. Peut-être que je suis un peu trop vieux pour comprendre l'intérêt que ça peut avoir, mais alors franchement, avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qui est à moitié dans le coma, c'est quoi l'intérêt? En tout cas, il y en a qui y trouvent un intérêt, et c'est pour ça que je vous explique tout ça. Donc faites attention à vos verres. Lorsque quelqu'un vous sert un verre, vous le gardez à la main, vous ne le posez pas. Même moi, j'ai eu des histoires avec, j'ai posé mon verre pour allumer une clope, je l'ai repris, c'était trop tard. Hein. Donc il faut vraiment faire attention. Vraiment, faites attention à ça, c'est essentiel parce que derrière, arriver à démontrer l'existence de la contrainte et du viol, il est compliqué. Très bien, merci beaucoup. Pour clôturer donc, cette conférence, on va prendre les questions du public. Donc, si vous avez quelques questions, oui, un petit peu de temps. Posez-moi des questions. Alors, Louane va passer, celui-là. Louane va passer en donnant un micro. Simplement, on va avoir 10 minutes de temps pour ces questions-là, étant donné qu'il y a un train qui attend. Oui, ça va là, hein, il est oui, non, ça va. Faut y aller. Oui, moi je me posais une question justement sur la preuve. J'avais l'impression que s'il y avait un cours d'assises, c'était séquestration et port d'armes souvent, et que du coup, même les expertises médicales, même si on avait l'ADN, même si on avait des lésions, ça ne suffisait jamais. Et comment améliorer ça Alors, d'abord, vous devriez lire mon livre. Non, je plaisante. En fait, ce bouquin, je l'ai écrit aussi parce que c'était un peu une manière d'évacuer un certain nombre de choses. Il y a 32 affaires. Sur les 32, je crois qu'il y en a 28 où j'ai défendu des victimes de viol. Et c'est faux de dire que sans preuve, on n'obtient pas les condamnations des gens. Parce qu'aujourd'hui, justement, en fait, comment on fait pour obtenir, plus exactement, c'est ça que je vais vous expliquer, comment on fait pour obtenir la condamnation d'un auteur de viol alors qu'il n'y a eu que mais rien. C'est-à-dire que l'enfant a été violé, il avait 8 ans, et à 17 ans, elle passe la porte d'un commissariat en disant, ben voilà, mon oncle m'a violé quand j'avais 8 ans. D'abord, on va s'interroger sur la valeur de cette parole. C'est pour ça qu'il y a une expertise psychologique. C'est pas pour savoir si vous dites la vérité ou pas, elles n'ont pas de boule de cristal, les psychologues, mais par contre, elles vont chercher, si elles retrouvent dans vos attitudes, la première chose, c'est pardon de ce terme, une congruence entre vos mots et votre attitude. Parce qu'il y a aussi un langage corporel qui aujourd'hui est assez bien documenté, il y a des publications scientifiques dessus, qui permettent effectivement de dire ça semble coller à la réalité de ce qu'elle a vécu. C'est le premier point. Deuxième point de l'expertise psychologique, c'est est-ce que je retrouve chez cette personne ce que j'ai l'habitude de retrouver chez des gens dont je sais qu'ils ont été victimes. De quoi s'agit-il? Un changement drastique de comportement. Ça lui est arrivé à l'âge de 8 ans. À partir de 8 ans, alors que c'était une élève exemplaire, elle devient agressive, elle n'a plus aucun résultat, elle ne rend aucun de ses devoirs, elle qui était calme, enjouée et plutôt sympathique avec tout le monde devient insupportable. Donc ce changement de comportement, il veut dire quelque chose. Et puis il y a tout ce que la victime va pouvoir vous dire sur ce qu'elle vit, sur les cauchemars, sur ses réveils diurnes ou nocturnes, sur certaines de ses phobies qu'elle a. Je vous donne un exemple, pardon de ces exemples parce qu'ils sont toujours un peu lourds, mais j'ai défendu une jeune femme qui avait déposé plainte parce qu'elle avait été violée par son beau-père avec la complicité active de sa mère. C'est-à-dire que quand elle était petite, pour qu'elle se tienne tranquille, sa mère lui tenait les bras pendant que le beau-père faisait ce qu'il avait à faire. Et ensuite, quelque part, pour la consoler, la mère lui faisait un chocolat chaud. Le simple fait de sentir l'odeur du chocolat chaud, elle vomissait immédiatement où qu'elle se trouve. Ça ne s'invente pas.
Ça, ce sont des éléments. Et voilà comment on arrive déjà à rendre la parole de la victime plus fiable et plus sûre que celle de l'auteur qui nie les faits. Ensuite, évidemment, on va s'attacher à la personnalité de l'accusé, se poser des questions sur son fonctionnement psychologique. Il y a des traits de personnalité qu'on retrouve quasiment systématiquement chez les agresseurs sexuels. D'accord ? Donc ces éléments-là, mis bout à bout, font le faisceau de présomption qui permettent d'emporter en quelque sorte la conviction d'un jury d'assises. Donc vous imaginez, si c'était comme vous le dites, qu'il faudrait absolument des preuves matérielles incontournables, ben ça veut dire que d'avoir rallongé le délai de prescription à 30 ans après la majorité pour des faits subis lorsqu'on était mineur, ça ne sert à rien. Parce qu'on ne pourrait jamais obtenir la condamnation de ces gens. À la fin du mois, là, le 28 mars, pendant 4 jours, je vais être aux assises pour une jeune femme qui a déposé plainte pour inceste de son père. Ça lui est arrivé quand elle était toute petite. Elle a parlé à l'extrême limite de la prescription qui était la sienne à l'époque des faits, c'est-à-dire elle avait 38 ans, c'était 20 ans après les faits. 20 ans après sa majorité, pardon. Et le dossier passe là, donc je vais parler de faits qui se sont passés il y a 41 ans. Et pourtant, vous voyez, la personne a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation et comparée devant la cour d'assises, malgré le fait que le père ait toujours nié les faits, en disant c'est pas vrai, c'est un complot, c'est une cabale, ça aussi, c'est la tarte à la crème habituelle. Le complot, c'est un complot, d'accord. Pourquoi faire pour me soutirer de l'argent. Il y a plus simple. Voilà. Donc si vous voulez, c'est un peu tous ces éléments-là mis bout à bout qui vont faire que vous arriverez à emporter la conviction d'une cour d'assises ou d'un tribunal correctionnel. Vous avez d'autres questions ? Pour la caméra. C'est bien. Ah oui, pour la caméra. Parce que sinon, il faut apprendre à porter ça. Oui, là je parle donc. Oui, très bien. Mais du coup, c'était par rapport à... Vous avez dit que vous aimiez bien analyser psychologiement la victime, donc pour bien la comprendre, etc. Est-ce que c'est aussi intéressant, est-ce que vous le faites, et donc d'analyser plutôt le coupable, enfin l'auteur, est-ce que vous l'analysez et est-ce que ça vous est utile, ou alors est-ce que plutôt vous vous en protégez et ne défendez que la victime tout en oubliant tout ce qui aurait pu se passer et du coup en se protégeant soi-même et en ne voulant que la déclaration de culpabilité. J'ai compris. Et votre question, elle est loin d'être inintéressante. En fait, je vous ai dit que j'étais avocat pénaliste. En fait, je pense que c'est pas vrai. Oups, je suis charcutier. En fait, zut, je l'ai dit. Non, en fait, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'un avocat pénaliste, un avocat qui se dit pénaliste, vous dira, moi je défends n'importe qui. J'ai pas de problème avec ça. Moi je sais pas le faire. Justement parce que quand je vais défendre quelqu'un, même un auteur présumé des faits, je vais rentrer dans sa tête pour savoir pourquoi. Pourquoi ? Et dans mon livre, il y a ma pire expérience professionnelle que j'ai vécue, c'est que j'ai défendu un homme qui avait commis un triple infanticide. Il a tué ses 3 enfants. Ah, je vous raconte cette histoire, parce qu'on a le temps. Je suis à l'époque à Lyon, à la cour d'assises à Lyon, avec Éric Dupond-Moretti. On défend un dossier tous les deux, et on est en train de déjeuner. Je reçois un coup de fil d'une dame qui me dit, voilà, écoutez, il faut absolument que vous défendiez mon fils. Il est incarcéré à Grenoble. Je dis, oui, il a fait quoi ? Il a tué ses 3 enfants. Je dis, ça va pas être possible, madame. Voilà. Et là, cette femme me supplie d'au moins aller rendre visite à son fils pour au moins lui signifier personnellement que je ne pourrais pas assurer sa défense. J'accepte. Et je rencontre ce monsieur et je tombe de ma chaise. C'est-à-dire que moi je m'attendais à une espèce de monstre avec les dents qui sortent comme ça, les poils de partout, comme ça, pas du tout. Un type tout à fait lambda, plutôt charmant, et je suis totalement désarçonné parce que quand il me parle de ses enfants, il me parle comme moi je parlerais des miens. Donc vraiment je sais plus quoi faire, donc je lui dis pas je vais pas le défendre, je lui dis écoutez, je vais prendre connaissance de votre dossier et je vous donnerai ma décision après.
Je prends connaissance de son dossier et je me rends compte que cet homme va commettre ses faits dans un moment de psychologie qui est très particulier, qu'on appelle un raptus mélancolique. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quelqu'un qui vit et qui subit depuis des années une dépression larvée. C'est-à-dire que quand vous le voyez, il est plutôt enjoué, il est sympa, mais en fait, dans sa tête à lui, tout est noir. Jusqu'à un moment donné où la vie fait qu'il va y avoir une sortie de la réalité de la part de cet homme pendant quelques heures, voire quelques jours. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? C'est simple. Il est marié, il a 3 enfants, ça se passe bien, sa femme le trompe, elle le quitte. Et il s'arrange pour faire un divorce par consentement mutuel. Il va rencontrer avec sa future ex-épouse le même avocat, donc a priori tout part sur un divorce, parce qu'à l'époque le divorce par consentement mutuel pouvait se faire par un seul avocat et homologué par le juge, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et donc il attend de recevoir les conventions pour les signer, et au lieu de recevoir les conventions, il reçoit une requête en divorce pour faute de la part de l'avocat qu'il avait en plus reçu, dans lequel il est notamment mentionné que la mère demande que l'autorité parentale soit exclusive sur les enfants à son bénéfice et que lui ne bénéficie que d'un droit de visite en lieu médiatisé. Et c'est ça qui fait que il devient à ce moment-là fou. Et il va, dans la même nuit, tuer ses 3 enfants et détruire sa maison à la masse, avec une masse. Et ensuite, en fait, ces gens-là qui ont un raptus mélancolique, ils sont hétéros puis auto-agressifs. Vous savez, ces histoires dont on entend parler de temps en temps, dans une ferme reculée, un type qui a tué sa femme, ses enfants, son chien et qui s'est suicidé. Voilà, souvent, c'est ce genre de fait-là. Et lui, en fait, il va être rattrapé après qu'il ait enjambé un pont au-dessus de je ne sais plus quelle rivière, pas loin de Grenoble, où il y a 150 mètres dessus, pour se suicider. Il sera rattrapé au dernier moment et c'est pour ça qu'il sera incarcéré et poursuivi. Et la première des choses qu'il fait lorsqu'il est placé en garde à vue, il dit « Où sont mes enfants ?» alors qu'il les a tués. Et moi, donc, je me retrouve avec un dossier comme ça. Je dis, c'est pas possible. Et donc, je me fais une violence folle et je me dis, puisque ça fait des années que tous les avocats pénalistes te disent, mais finalement, toi, tu es toujours du bon côté, hein, côté de la veuve et de l'orphelin, c'est facile, c'est simple, l'opinion publique est toujours pour toi, c'est quand même confortable. Je me suis dit, pour une fois, je ne vais pas être dans le confort. Et j'accepte de défendre ce type. D'ailleurs, lui, il ne demandait rien. Hein. En fait, il voulait pas d'avocat, il voulait juste un avocat parce que c'était pour faire plaisir à sa mère. Parce que quand je lui dis « Qu'est-ce que vous méritez ?» il me dit « Mais moi, il faudrait qu'on me pende. Avec ce que j'ai fait, il faut me pendre. » Alors qu'il n'en avait aucun souvenir. Enfin, c'est un truc hallucinant. Et donc, je vais défendre cet homme et je vais essayer de comprendre tout ça. Et en fait, sa seule requête, c'était de faire en sorte qu'il ne soit pas condamné pour assassinat, c'est-à-dire pour meurtre avec préméditation, mais qu'il soit condamné pour meurtre. Ce que j'arriverai à obtenir, ce que les experts psychiatres qui sont venus défiler à la barre de la cour d'assises ont permis d'obtenir, plutôt. Et il a fallu que je rentre dans sa tête. C'était finalement plus rassurant de rentrer dans sa tête et d'avoir compris ces espèces de particularités incroyables de cette psyché qui partait en vrille, plutôt que l'horreur des faits à proprement parler. Moi, j'ai eu un directeur d'enquête qui est venu à la barre quand le président de la cour d'assises lui a dit « Est-ce que vous avez des conséquences par rapport à ça ?» C'était le premier qui était rentré sur les lieux, qui avait ramassé les enfants. Il a dit « Ça a changé ma vision de la vie. » Parce que c'était... En plus, les enfants, 3 enfants, 2 filles et un garçon comme moi, le même âge que les miens au moment où ils sont tués. C'est un truc de fou. Et là, je peux vous dire que je sais ce que c'est que d'être un avocat pénaliste haï. Je sais ce que c'est de se faire insulter quand vous passez, vous voyez, dans la travée entre le public des 2 côtés. Insulter, cracher sur la robe. Ça a été un moment difficile. Tout ça pour vous dire que oui, il faut... Enfin, à mon sens, on ne peut pas défendre quelqu'un sans le comprendre. Donc c'est pour ça que je ne défends pas n'importe qui et qu'il y a des choses que je ne défends, il y a des personnes que je ne défendrai jamais. Je n'ai jamais défendu un violeur, ni quelqu'un qui a fait du mal à des enfants ou à des personnes que je considère comme fragiles, parce que je n'ai pas envie de faire cette démarche. Je voulais demander comment on fait en tant qu'avocat pénaliste en voyant toutes ces histoires
Comment on fait pour avoir encore foi en l'humanité? Ça me rappelle une phrase que quelqu'un avait lorsqu'il a lu mon livre, c'est un ami, il me dit mais comment tu fais pour sourire? D'abord il faut toujours garder à l'esprit que on vit notre vie professionnelle dans l'exception de l'humanité. L'humanité c'est pas ça. Il y a des gens qui font partie de notre humanité qui peuvent commettre ce type d'acte-là, mais c'est une infime partie de l'humanité. Donc on ne peut pas réduire, parce qu'on connaît ces gens-là, on ne peut pas réduire le monde en se disant ils sont tous comme ça. C'est le premier point qui est un peu rassurant, si je puis dire. La deuxième chose, c'est que, comme je le dis, je vous l'ai dit déjà 12 fois, parce que c'est quelque chose qui m'importe, j'ai 3 enfants. Et quand ils étaient plus jeunes, en fait, quand je rentrais chez moi et que j'en avais pris plein la tronche pendant toute la journée, que j'en pouvais plus parce que j'avais été assailli d'horreur, de choses immondes, abominables, ben je me mettais sur mon canapé et je disais à mes enfants, rechargez-moi. Donc j'avais une fille de chaque côté, mon fils sur moi. Tout ça pour vous dire quoi? Qu'il faut arriver à avoir une vie personnelle un peu équilibrée et réconfortante. Ça vous permet de recharger les batteries et puis surtout de vous rassurer sur le fait que tout le monde n'est pas comme ça aussi. Mais parfois c'est difficile. Et c'est d'autant plus difficile quand vous sortez d'une salle d'audience et que vous n'avez pas obtenu gain de cause. Et que vous savez que c'est vrai. Vous le savez. Et ça n'a pas marché. Ça c'est très difficile. Mais bon, je vais vous dire ce que dit Henri Leclerc des avocats pénalistes. Vous voyez qui c'est Henri Leclerc? C'est un monsieur qui a un peu plus de 60 ans de barre, qui a été président de la Ligue nationale des droits de l'homme, qui est un des avocats pénalistes les plus célèbres, le pullover rouge, enfin l'affaire Roman, des affaires célèbres, même si elles sont très anciennes pour vous. Et il dit finalement, l'avocat pénaliste, c'est un peu comme la chèvre de monsieur Seguin. C'est-à-dire que toute la nuit, avec courage, force, obstination, il va se battre, il va se battre, il va se battre, toute la nuit, il va se défendre, et au petit matin, il va se faire bouffer. C'est ce qui nous arrive souvent. Donc, faire ce métier, c'est aussi accepter l'idée que vous n'allez pas gagner à tous les coups. Hein. Que même souvent, vous allez... Et alors, après, mes camarades pénalistes purs et durs me disent, toi, c'est facile. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Défendre un salaud, prendre le risque que ça ne se passe pas bien, c'est un salaud. Hein. Défendre une victime qui n'a rien fait pour se retrouver là, qui n'a rien demandé, et dont la vie dépend de la décision qui va être rendue, pour moi c'est bien plus difficile. Et c'est bien plus lourd de conséquences. Voilà. Donc c'est pas évident, mais on essaye de faire en sorte d'avoir un ratio quand même positif, c'est-à-dire faire en sorte d'en gagner plus que d'en perdre. Voilà. J'ai une question. Oui. Vous avez un train à quelle heure? À quelle heure est votre train? 17h. 17h? Bah 17h, allons-y. Ah non, moi je pensais que c'était 16h08. Non, mais nous on avait prévu 14-16. Moi j'avais 16h08, mais si c'est 17h, allons-y. Hein. Moi si c'est 17h, je... Alors attendez, qui se plaît autant, c'est moi qui dis une connerie, je m'en rappelle plus. Non, 17h06, Ah bah j'ai alors, pas pris parti. 16h. Comme on était censé finir à 16h, j'allais pas prendre le train à 16h06. Non, bah c'est parti. Ah bah, si vous avez des questions, allez-y, parce Voilà, que là, allez-y, il y en a une derrière, puis après on vous passera la parole. bonjour. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour tout ça. Ça fait plaisir d'entendre des gens qui ont foi dans leur métier sur ce sujet. Et la semaine dernière ou la semaine d'avant, on avait pas mal de conférences sur les violences sexistes et sexuelles. Et il y a un chiffre qui est revenu beaucoup, c'est que je crois que c'est 0,3% des auteurs de viol qui sont condamnés. La question c'était, vous, personnellement, comment on pourrait faire tous ensemble pour que ce soit beaucoup plus que 0,3% des auteurs qui sont condamnés? Ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que je me bats pour qu'on puisse mettre en place ce qui existe dans certains pays. C'est vraiment une grille scientifique d'évaluation de la parole d'une victime. Il y a notamment un pays qui est précurseur en la matière pour vraiment traiter les victimes, c'est le Québec. Et au Québec, ça fait des années et des années qu'ils ont mis en place une grille d'évaluation avec les schémas corporels, avec les mots prononcés, avec les hésitations, avec tout ça,
qui permet aujourd'hui vraiment d'avoir une assurance de véracité sur la parole d'une victime. Et si on arrive à ça et qu'on arrive à faire en sorte que l'appareil judiciaire reconnaisse comme telle la validité d'une telle évaluation, alors on va multiplier par 10, 20, 30 ou 100 le nombre de personnes qui seront effectivement condamnées. En fait, toute la difficulté, elle est là. Et puis alors, quand on défend les enfants, c'est encore pire, parce que vous savez, la première des choses que j'ai entendues, moi, c'est « Ah, bah les enfants, ça raconte n'importe quoi. » Vous voyez ? Ça dit des bêtises. En fait, un enfant, ça ne dit pas des bêtises sur l'essentiel. C'est pas vrai. Il y a un autre chiffre qu'on essaye de me balancer à la tronche assez régulièrement, c'est celui des fausses accusations. C'est 3%. C'est rien. Et dans ces 3%-là, 100% de ces 3%-là, c'est un contexte de conflit conjugal plus, un divorce qui dure depuis 5 ans, tout a été dit, il m'a volé, il m'a violé, etc. Où l'enfant est totalement instrumentalisé finalement pour servir la cause de l'un ou de l'autre. Donc pour moi, les victimes... Donc je pense que si on arrive à mettre en place et à faire valider par l'autorité judiciaire une grille d'évaluation et de véracité de la parole de la victime, à ce moment-là, on va évacuer un certain nombre de difficultés. Quand même, il faut se dire que la loi de 2020, qui maintenant exclut le consentement des enfants à un acte sexuel, c'est une avancée vraiment considérable. J'espère qu'elle va porter ses fruits dans les années à venir. Il y avait aussi, je me permets de continuer, au Luxembourg, il me semble, ou en Belgique, il y a une personne qui nous expliquait qu'ils avaient formé une brigade de policiers qui était exclusivement dédiée à ça. Dédiée à recueillir les personnes et à aller intervenir, et que c'était vraiment des personnes triées sur le volet qui déjà étaient dégagées, si je puis dire, par des QCM comme la team intervenante de Beauf, en mode est-ce que si elle habille comme ça, c'est sa faute, ça c'est dommage. C'était une cinquantaine de personnes, je crois, qui étaient vraiment donc dédiées à ça. Est-ce que c'est possible, en plus de peut-être cette grille juridique, de faire des changements au niveau de la police ou de l'éducation ou des choses qui touchent pas? C'est non. Enfin, j'espère que c'est possible, mais en tout cas c'est indispensable. Ça fait des années qu'on le demande. Aujourd'hui, vous avez des officiers de police qui sont formés. Mais le problème, c'est qu'ils sont formés, mais s'il y a un accident sur l'autoroute, il faut qu'ils y aillent. S'il y a une baston, là, il faut qu'ils y aillent aussi. Nous, ce qu'on demande, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire une brigade dédiée à ça. Si dans chaque département, déjà, on en avait une, avec 3 ou 4 OPJ qui sont particulièrement formés à ça, croyez-moi, ils n'auraient pas autre chose à faire. Ils auraient largement du boulot pour faire toute la journée de travail et 5 jours sur 7, sans difficulté. Donc oui, je pense que la clé, il y a 2 clés, c'est ça. Conforter la parole de la victime et ensuite faire en sorte que les gens qui reçoivent cette parole soient particulièrement formés et sensibilisés. Il y en a, hein. Moi j'ai eu des femmes qui sont venues me dire, moi je suis arrivée au commissariat comme ça, en me disant, ben voilà, je pense que j'ai encore dû faire une connerie parce que mon mari m'a encore frappé, et c'est le flic qui lui dit, mais non madame, mais vous êtes victime, vous n'avez rien fait. Ça existe. Il faudrait que ça soit généralisé et institutionnalisé avec des brigades dédiées. Je suis 100 000 fois d'accord avec ça. Mais du coup, comment on fait dans la pratique? Dans la pratique, vous avez votre rôle à jouer puisque vous avez des élus et ces élus font des lois. Et il faut arriver à faire le siège d'un député qui porte une loi en ce sens-là pour une bonne fois pour toutes, plutôt que de balancer des crédits à tort et à travers sans savoir ce qu'on fait de cet argent. Parce qu'il fallait annoncer au journal de 20h qu'on dégageait tant de millions pour les victimes. Moi, je ne sais pas où ils vont les millions. Là, au moins, on aura un moyen simple. Et puis, croyez-moi, vous aurez largement, sur la base du volontariat, suffisamment de gens qui viendront, suffisamment de policiers et de gendarmes qui viendront vous dire « moi, je suis pour, moi, je suis partant ». Donc, c'est tout à fait possible à faire. Ça représente quoi en termes de coût? La formation. Il faut les former. C'est rien du tout en termes de coût. Il n'y a pas à rajouter de matériel, il n'y a pas tout ça. Donc franchement, si vous avez la possibilité d'avoir un contact avec vos élus, ben, c'est ça qu'il faut leur dire, vraiment, parce que je pense que c'est indispensable. Merci. Vous vouliez, je ne sais plus, oui. Vas-y.
Déjà, merci beaucoup pour cette conférence. C'était vraiment hyper intéressant et, comme l'a dit madame, d'entendre quelqu'un de vraiment passionné comme vous, ça faisait plaisir. Moi, j'avais une question un peu aussi dans la continuité de ça. C'est qu'il me semble qu'à la cour d'assises, dans les tribunaux, les femmes qui sont victimes de viol doivent prouver justement qu'il y a eu menaces, contraintes, violences, etc. Et c'est quelque chose d'hyper violent, elles ont subi quelque chose, parfois leur parole est mise en doute, et en plus elles doivent prouver, oui, il y a une contrainte, parfois c'est une contrainte morale comme vous disiez, donc c'est pas forcément très facilement prouvable. Du coup, est-ce que ce serait pas aussi dans une idée aussi de condamner davantage les auteurs de viol, de faire un inversement de la charge de la preuve, où ce soit à l'agresseur de prouver qu'il n'y a pas une contrainte, et plutôt que de remuer une réalité qui est déjà violente pour la victime. Je comprends très bien cette question, mais elle se heurte à nos principes fondamentaux de présomption d'innocence. On peut pas pondre une loi en disant finalement tout acte de pénétration sexuelle est considéré comme non consenti sauf preuve contraire. Vous imaginez quoi? Ça serait un peu compliqué. Parce que alors là, ça serait la porte ouverte à tous les excès possibles et imaginables. Tu m'as emmerdé, t'as pas ramené le pain, je vais déposer plainte. Enfin bon, voilà. Donc c'est un peu compliqué. Et puis au-delà de ça, ça serait mettre à mal effectivement les principes qui régissent notre droit, notamment de présomption d'innocence. Après, je pense que ce qu'il faut, peut-être, c'est ce qu'on fait, et ce qu'il faut faire peut-être de manière un peu plus généralisée, c'est de mieux en mieux et de plus en plus expliciter ce que c'est qu'une contrainte morale. Parce qu'aujourd'hui, franchement, sur 10 cas que je défends, il y en a 8, c'est de la contrainte morale. La violence, il y en a, mais c'est quand même assez peu important. Donc en fait, on arrive de mieux en mieux à faire comprendre à des jurés d'assises ce que peut être la contrainte morale, notamment avec la notion d'emprise. Cette notion, une fois que vous arrivez à l'expliciter devant un jury, ils comprennent en fait ce que ça veut dire. Ils comprennent très bien qu'une personne peut avoir vraiment une mainmise psychologique sur l'autre. Moi, j'ai vu des enfants s'effondrer en cour d'assises simplement parce que l'accusé avait pu croiser leur regard. Parce que ça les renvoyait à tout ce qui avait pu se passer, tout ce qu'il avait pu faire, etc. Donc, moi, je me sers énormément du travail des experts psychiatres et psychologues pour arriver à démontrer l'existence de ça. Et je pense que c'est plus dans ce sens-là qu'il faut travailler pour élargir le champ des possibles sur les condamnations sur la base de ces contraintes morales qui sont des contraintes qui sont bien plus insupportables que la contrainte physique. Croyez-moi, j'ai défendu les deux. Une victime de viol qui s'est fait prendre à coups de poing, elle n'a pas le sentiment de culpabilité que peut avoir une personne qui a eu cette contrainte morale qui l'a entraînée vers les faits qu'elle a subis. Parce qu'il y a toujours cette espèce de sentiment de culpabilité de se dire « mais putain, mais pourquoi t'as pas crié? Pourquoi t'as pas dit oui? Pourquoi t'y es retourné ?» Et tout ça sont des choses qu'on peut expliquer avec l'emprise. Si vous n'expliquez pas ça, pour des jurés, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui a été victime et qui retourne voir son agresseur. En général, c'est dans les abus intrafamiliaux, parce que c'est mon père, parce que c'est mon beau-père, parce que je l'aime, enfin bon, voilà. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à plus traiter de manière efficace un certain nombre de cas. Oui. Voilà, c'est le plus grand chemin qu'elle va faire. Elle fait le tour de la salle. Tout à l'heure, vous avez parlé des femmes, en l'occurrence, tout à l'heure, c'est ce que vous disiez, qui aidaient leurs conjoints à commettre tout ce genre de crimes. Comment ça se passe, tout ce qui est condamnation, entre guillemets, pour les Ouais, alors là, c'était... Pas le mot, mais ceux qui... Oui, les co-auteurs, voilà, ou les complices. Voilà, c'est ça. Eh Comment bien... c'est considéré aujourd'hui? Parce que pour moi, si une mère cautionne ce que son conjoint ou la personne qui fait ça, elle est aussi coupable que lui, pour moi, mais je pense que la justice dit pas pareil. Pour les jurés de cour d'assises, c'est pire. C'est-à-dire que dans le cas de figure qui nous a occupés, dont je vous ai parlé il y a un instant, où la mère était active, puisqu'elle tenait son enfant pendant qu'elle se faisait violer, elle a été condamnée à 20 ans et l'auteur des faits a été condamné à 16 ans. Ça répond à votre question?
Personne ne peut accepter ça. Il n'y a pas un juré qui acceptera l'idée qu'une mère puisse agir de cette manière-là. Donc, pour les jurés, l'auteur des faits, oui, c'est un salaud, mais la mère qui fait ça, c'est au-delà de la saloperie, c'est au-delà de tout ça, ça dépasse leur entendement. Et d'ailleurs, en général, quand les présidents de cour d'assises nous racontent ce qu'ils n'ont pas le droit de nous raconter, c'est-à-dire ce qui se passe un peu dans la salle des délibérés, ils nous disent, mais systématiquement, les jurys nous disent, et on ne peut pas faire plus. Pourquoi on s'arrête à 20? On n'a qu'à mettre 40. On n'a pas le droit. On s'en fout, on fait ce qu'on veut. Ben non. Vous voyez, je veux dire, il y a vraiment une volonté là de répression absolue de ce genre de comportement, parce qu'elle touche à ce qui est le fondement même de notre existence. Le noyau familial, c'est ce qui nous a construits. Quand on est enfant, on sait qu'on peut se reposer sur son père et sur sa mère, ils sont là, ils sont fiables, ils nous protégeront quoi qu'il arrive. Alors quand un comportement est à l'inverse de ça, c'est insupportable. Donc ça passe pas du tout. Moi, j'avais une question par rapport au juré d'assises. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'ils aient une petite... Enfin, je sais pas, ça doit être compliqué à organiser, mais une petite formation, parce que se retrouver face à des criminels et tout ça, quand on fait un métier qui n'a rien à voir, et oui. faire une parenthèse comme ça dans leur vie, enfin, je ne sais pas comment ils réagissent, mais je pense que ça doit être très compliqué d'être au tribunal et le lendemain de retourner dans sa vie comme si de rien n'était. Alors, d'abord, il existe une formation en début de session d'assises qui dure une demi-journée, pendant lesquelles les jurés vont avoir un certain nombre de vidéos qui leur seront diffusées, et puis ils vont aussi avoir des professionnels qui vont venir leur parler de la pratique. Donc on essaye de leur donner un certain nombre de clés et de raisonnements. Et puis ensuite, il ne faut pas oublier que les jurés ne sont pas seuls. On n'est pas comme aux États-Unis où les jurés partent seuls délibérer. Là, il y a 3 magistrats professionnels. Et en fait, la raison de la présence de ces 3 magistrats, c'est justement de cadrer sur le plan juridique ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas être fait par des jurés. Et puis de ramener à de plus justes proportions l'émotion que peut générer la plaidoirie de tel ou tel avocat ou de tel avocat général. Parce que les jurés, en fait, quand vous discutez avec eux, ils vous disent « mais quand l'avocat général il a requis, j'aurais mis 30 ans, puis après il y a eu l'avocat de la défense, je ne savais plus quoi ». Donc on essaye de les aider à ce raisonnement, de dire « bon, ce que vous entendez c'est important, mais ce n'est pas ça qui est l'essentiel. Ce qui est l'essentiel, c'est ce que vous avez entendu de la part des témoins, des victimes, des personnes qui sont intervenues. C'est ça qui est important. » Donc bien sûr qu'il en faudrait plus, mais en même temps, moi je pense qu'il faudrait que le fait d'être juré soit une obligation civique. Il faudrait que chacun d'entre nous un jour ait été juré. C'est essentiel pour comprendre justement l'âme humaine et ses débordements et ses excès. Et puis on aurait peut-être moins de discussions au café du coin du « bah, si c'était moi, je l'aurais flingué direct ». Parce que quand on sait que finalement ça ne s'est pas passé aussi facilement que ça et que voilà. Donc je pense que ça donnerait à chacun un peu de recul et ça ne ferait pas de mal. Mais bon, il y a une formation quand même. Il y a une petite formation d'une demi-journée. Voilà. Allez, c'est la dernière, puis après je file. J'avais une question qui était plutôt d'ordre politique, parce que pas mal ici, je pense, on est dans la licence de droit et sciences politiques. Ouais. Et je voulais savoir, est-ce que quand il y a eu le mouvement MeToo, ça a changé quelque chose déjà dans le nombre de personnes que vous avez eu à défendre, dans la façon dont les tribunaux, etc., réagissaient, etc. C'est une question très intéressante parce qu'elle me permet de vous dire qu'en fait, on est obligé de surfer sur l'évolution de notre société. C'est-à-dire qu'en fonction des prises de position de la société dans son entier, eh bien, on est plus ou moins avantagé pour exercer le métier que je fais. Moi, j'ai connu plusieurs périodes. Quand j'ai commencé à défendre des enfants dans les années 90, et les enfants, ça dit n'importe quoi, on peut pas, c'est pas fiable, on ne peut pas les croire. Et puis, il y a eu un premier mouvement qui a permis de valoriser la parole de l'enfant, mais à outrance, vraiment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il suffisait que l'enfant dise ça, bah, c'est vrai, il l'a dit, c'est vrai. Pour arriver à la catastrophe que nous connaissons tous, qui est le procès d'Outreau, qui a donné malheureusement une publicité incroyable à ce qui pouvait être le doute, alors que Outreau, c'est pas du tout ce qu'on en dit dans les journaux. Tous les enfants d'Outreau ont été victimes.
Mais ils n'ont pas été victimes de tous ceux qu'ils ont accusés parce qu'ils ont été à ce point mal questionnés et mal interrogés qu'ils ont dit n'importe quoi. Donc après Outreau, ça a été l'obscurantisme absolu. Rebelote, les enfants, ça dit n'importe quoi. D'ailleurs, regardez Outreau, vous vous rendez compte le scandale, etc. Et puis, pour une fois, je n'ai pas à me plaindre des réseaux sociaux, que je vomis habituellement. Mais là, cette fois-ci, effectivement, quand les réseaux sociaux s'emparent d'une cause qui est juste, regardez les politiques. Qu'est-ce qu'ils font depuis des années? Il y a un bordel sur les réseaux sociaux, on fait une loi qui correspond. Et quel que soit le domaine, hein. Donc, effectivement, MeToo a redonné, en quelque sorte, de l'espoir et une capacité à traiter ces affaires démultipliées par rapport à ce qu'on a pu connaître avant. Donc oui, c'est important, c'est essentiel. Donc là aussi, quelque part, chacun d'entre nous, on a notre petit rôle pour véhiculer au travers des réseaux sociaux ces idées-là qui sont essentielles pour le maintien d'une société dans laquelle on souhaite vivre tous. Donc oui, le mouvement MeToo a été très important pour permettre à nouveau une écoute attentive de la parole des victimes. Voilà. Louane, il y a une question? Merci beaucoup. Avec plaisir. C'était super intéressant et merci à toutes d'être venues. Merci beaucoup et puis je vous souhaite bien bon courage pour la poursuite de vos études et surtout je vous souhaite de trouver une activité dans laquelle vous allez vous réaliser. C'est le plus important.